Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ici aujourd'hui pour ce colloque scientifique première édition. Jennifer a décrit largement tout ce que je faisais. Donc, je travaille au CEA depuis 40 ans maintenant. Et au CEA, j'ai eu le plaisir de travailler sur différentes perturbations de l'environnement de la Terre, observées par des radars, par des satellites et puis aussi par des microbaromètres au sol. On mesure la pression au niveau du sol. Donc, j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler de ces travaux sur les perturbations de l'atmosphère et leur lien avec le climat. Donc, je ne vais pas me limiter à vous parler des perturbations de l'atmosphère telles que vous avez l'habitude de les voir à partir du sol, parce que les perturbations, elles ne s'arrêtent pas au-dessus des nuages, elles affectent l'atmosphère au-dessus des nuages jusqu'à une centaine de kilomètres environ dans les différentes couches de l'atmosphère, et puis elles ont des effets au niveau global, et il faut avoir cette vision-là d'ensemble de l'atmosphère pour pouvoir mieux les comprendre et les intégrer dans les modèles atmosphériques. Donc, pour vous en convaincre, je vais vous montrer des petits films et des images prises de la Station spatiale internationale qui permettent une vision assez globale de ces perturbations et qui sont particulièrement intéressantes. Alors les perturbations que vous voyez ici sont produites par des orages magnétiques, ce sont des aurores boréales. Donc l'événement que vous voyez ici est un événement extrêmement intense. D'habitude, les aurores boréales, on les voit depuis la station spatiale uniquement dans une région assez étroite. Et ici, vous voyez qu'elles se développent sur des latitudes, des régions vraiment très importantes. Ce sont des perturbations très intenses et il peut y avoir même un chauffage de l'atmosphère et des effets sur l'atmosphère par des perturbations de cette amplitude. Et vous pouvez voir aussi ici qu'il y a une couche qui se trouve dans la mésosphère à 87 km d'altitude environ, qui s'appelle une couche ergo en anglais, une couche luminescente qui est assez intéressante à étudier aussi parce que il y a les perturbations de l'atmosphère qui s'y superposent et on peut les mesurer. Il s'agit, ces perturbations de l'atmosphère, on les voit très bien ici, c'est une image aussi prise depuis la Station spatiale internationale, où vous voyez ici des systèmes d'ondes, il s'agit d'ondes de gravité, que l'on voit bien au niveau de la mésosphère sur cette image-là. Donc ces mesures depuis la Station spatiale sont particulièrement intéressantes, parce qu'elles nous donnent une vue d'ensemble. Et puis un autre type de perturbation que vous reconnaissez ici, ce sont les orages atmosphériques. Donc les orages sont très nombreux dans les régions tropicales, équatoriales, et ça constitue une source majeure de perturbations pour l'environnement de la Terre. Donc on les voit très bien depuis la station spatiale et on se rend compte qu'elles affectent des régions assez étendues et qu'il y en a vraiment beaucoup. On a 2000 orages actifs sur Terre en permanence. Alors ce que l'on voit aussi qui est un petit peu plus étrange et intéressant aussi, c'est ce dont parlait Jennifer, ce sont des éclairs qui partent un peu vers le haut, des décharges entre le sommet des nuages et l'ionosphère, et on les voit ici sur les images prises par les astronautes. Donc c'est assez amusant de voir un sprite là de très très loin entre la surface de la Terre et puis cette couche mésosphérique dont je vous ai parlé, qui est très jolie ici sur cette image. Et quand on fait un agrandissement, on voit ici apparaître un sprite. Donc tous ces phénomènes-là sont très intéressants à étudier et ça montre que l'atmosphère moyenne est assez perturbée, mais il s'agit d'une région encore mystérieuse entre la troposphère, qui est la région météorologique de la Terre et qui se situe entre le sol et puis 12 km d'altitude environ. Elle est plus basse sur les pôles, plus haute, c'est plus haut à l'équateur, et au-dessus il y a la stratosphère dont on s'intéresse, ça fait partie de l'atmosphère moyenne. C'est une région dans laquelle la température augmente sous l'effet de la formation de la couche d'ozone jusqu'à la tropopause ici, et ensuite la température redécroît dans la mésosphère jusqu'à la mésopause.
qui est la région la plus froide de la Terre, et ensuite ça augmente sous l'effet du rayonnement solaire. Alors ces régions ne sont pas très très bien connues, on manque encore d'observation. C'est un milieu qui autrefois était supposé calme et froid, et puis on s'aperçoit que finalement c'est pas si calme que ça, et les effets étaient négligés dans les modélisations, souvent par manque d'observation. Alors, il y a des difficultés d'observation. Pourquoi? Parce que l'altitude est trop basse pour les satellites, qui se situent à 700 km d'altitude la plupart du temps, parfois à 400, comme la navette, c'est l'altitude aussi de la navette spatiale internationale, parce que si c'est trop bas, il faut les remonter, autrement ils pénètrent dans l'atmosphère et ils disparaissent. Et avec les satellites, on fait des sondages de l'atmosphère, mais qui se situent uniquement dans la région, entre 0 et une quarantaine de kilomètres environ. Et on fait aussi, à basse altitude, il y a aussi les ballons qui apportent des informations intéressantes, mais leur altitude est limitée à 30 ou 40 kilomètres. Au-delà, l'atmosphère est trop rare pour permettre de telles observations. Donc c'est une région qui est difficile à observer, mais elle subit des perturbations très intenses qu'on a pu découvrir plus récemment, et dont les effets persistent plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais il y a beaucoup d'inconnus pour en déterminer les impacts, et c'est pour cela qu'on s'y intéresse. Alors ici, ce diagramme vous montre tous les couplages qu'il peut y avoir entre les couches de l'atmosphère. Donc la troposphère... Pardon. La troposphère ici est la région météorologique qui est le siège de perturbations assez intenses. Vous avez les orages, vous avez aussi le vent sur les montagnes qui crée des perturbations, des ondes de gravité qui vont pénétrer à travers la tropopause dans la stratosphère. Et en fait, c'est pas un couplage direct, il y a des transformations, il y a du déferlement des ondes, mais il y en a un certain nombre qui arrivent à pénétrer jusqu'à la mésosphère et même au-delà. Mais elles perturbe tout le système de circulation générale globale, qui se fait en particulier dans l'hémisphère hiver, des régions basse latitude, ici au niveau de l'équateur. Elles pénètrent dans la stratosphère, la mésosphère, et elles arrivent dans les régions polaires où il y a des pénétrations de ces perturbations. Il y a des réchauffements stratosphériques qui se produisent. Cela a des conséquences importantes sur le vortex polaire qui se brise, et il se produit des réchauffements stratosphériques soudains dans les régions polaires, qui sont des perturbations qui durent assez longtemps, plusieurs semaines. Les effets persistent pendant plusieurs semaines, et il y a un retour ensuite vers la basse altitude et des effets sur le climat. Donc, on a des nouveaux moyens de mesure maintenant pour observer les perturbations de l'atmosphère, et un des moyens les plus importants actuellement, ce sont les réseaux infrasons qui ont été mis en place pour la surveillance des traités de non-prolifération nucléaire, la surveillance du traité d'interdiction complète des essais, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty en anglais. Et c'est assez fantastique de voir, c'est un réseau de 60 stations dans le monde, et qui actuellement 82% des stations sont opérationnelles, et vous voyez que la couverture est homogène et globale, ce qui est assez rare dans les réseaux d'observation. En particulier, vous pouvez voir qu'il y a des stations à basse latitude en Afrique où les mesures sont très rares. Et cela nous donne une nouvelle image de l'atmosphère et de ses perturbations. Alors, ce que l'on mesure, en fait, la technologie est extrêmement simple. Il s'agit juste de capteurs de pression. Ce sont des microbaromètres différentiels, et ça va mesurer les variations de la pression à la surface du sol tout simplement. Mais ça, on le fait depuis les années 50. Mais ce qui est original, c'est qu'on n'a pas mis un capteur tout seul. On a mis des mini-réseaux qui peuvent, au minimum, c'est 4 stations, 3 triangles avec un point au milieu. Et là, vous voyez, on peut avoir des systèmes aussi assez complexes. Et en mettant
l'ensemble des capteurs comme ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de sortir des signaux cohérents dans le bruit et ensuite ça nous permet aussi de déterminer la vitesse des perturbations lorsqu'elles passent au-dessus de la station, de déterminer l'angle d'élévation, de déterminer la direction d'arrivée des perturbations. Et c'est un réseau qu'on n'avait jamais eu, les scientifiques n'avaient jamais eu de telles observations à leur disposition jusqu'à présent. En fait, ce sont des antennes acoustiques qui sont très sensibles et qui voient absolument tout ce qui se passe dans l'atmosphère de la Terre. Alors, j'ai mis juste quelques images de certaines stations. Vous voyez qu'on est partout, en Antarctique, au Kerguelen, Côte d'Ivoire, Mongolie, etc. C'est ce qui fait la richesse de ce réseau. Alors, bon, ça, c'est pour... C'est un petit peu d'historique. Le réseau, la première station a été mise en place en 2000 en Allemagne. Et en 2002, on avait déjà 10 stations opérationnelles et en 2008, 41 stations. Donc ça s'est construit vraiment très rapidement, ce qui c'est assez impressionnant. Et vous voyez un reportage qui a été publié dans Le Monde, le casse-tête de l'Agence atomique de Vienne. C'est à Vienne que se trouve le centre, l'organisation du CDBT. Et en fait, le problème, c'était juste que, en mettant en place des réseaux comme ça, on voyait des milliers de perturbations tout le temps, et il fallait faire le tri dans ces perturbations. Il fallait essayer d'extraire le signal que l'on recherchait au milieu d'un ensemble vraiment extraordinaire de signaux de toutes sortes, et c'était vraiment un défi. Mais et cette figure-là vous montre aussi le type de perturbations que l'on mesure. Ce sont des ondes de pression, des infrasons. Et vous voyez ici dans ce schéma, ici c'est la vitesse, donc on trouve la vitesse du son, 330 mètres par seconde environ. Et ici c'est l'azimut, c'est-à-dire la direction d'arrivée des ondes que l'on reçoit à la station. Et là c'est la Côte d'Ivoire. Et vous voyez quand même que pendant quelques mois, on recevait 33 000 détections, c'est-à-dire 33 000 événements, et puis venant de partout, absolument partout. Et il fallait essayer, à partir de ça, de comprendre tous ces signaux et puis de les identifier, de les interpréter, de mettre au point des méthodes de traitement et d'interprétation de données. Donc, pour les scientifiques, c'était fantastique. On a pu faire un tas de choses. On a pu apprendre beaucoup aussi de l'atmosphère à partir de ces données-là. Et on a beaucoup avancé maintenant en 2018. Et cette figure-là vous montre les signaux que l'on a obtenus pendant 10 ans. Ici, c'est 10 ans. Et ici, ce sont 42 stations et chaque ligne représente les résultats d'une station. Donc, on démarre ici au pôle sud, et puis la latitude change, on arrive ici à l'équateur, et ensuite on se déplace ici jusqu'au pôle nord. Et on voit ici chaque station, là les signaux obtenus, et on voit vraiment qu'il y a une variation saisonnière qui est extrêmement bien marquée. Alors, ce que l'on reçoit, c'est la houle océanique, tout simplement, parce que ça fait beaucoup de bruit dans l'environnement, on reçoit par exemple en Mongolie la houle de l'Atlantique Nord. Ça montre que les signaux se propagent vraiment très loin à la surface du sol. C'est pour ça aussi que ce réseau est intéressant. Pourquoi ? Parce que les ondes ne se propagent pas à la surface du sol, elles se propagent par guidage dans l'atmosphère, entre le sol et puis les augmentations de température de la stratosphère et de la thermosphère inférieure. En fait, il y a un milieu chaud, un milieu froid, donc ça se réfléchit et ça constitue un guide d'onde dans l'atmosphère. Et alors, ce que l'on voit très bien aussi ici, c'est que quand on superpose avec les vents stratosphériques, eh bien, on voit que la propagation est complètement contrôlée par les vents stratosphériques. Et c'est très intéressant et très riche. Et on a mis au point maintenant des méthodes qui permettent même de déterminer les caractéristiques des vents stratosphériques à partir de ces données, en particulier au moment des équinoxes, quand les vents s'inversent, ou alors entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, en région équatoriale aussi, quand les vents s'inversent. La direction des vents change avec l'hémisphère et avec la saison. Donc voilà, ce sont des systèmes d'observation qui sont extrêmement très riches. Alors,
oui, les données de ces réseaux-là ne sont pas complètement ouvertes, mais elles sont accessibles sur demande. Et le CTBTO, donc, qui se trouve à Vienne, m'a demandé, moi avec un collègue allemand, de travailler pendant 2 ans, en 2006 et 2007, pour réunir une assemblée, une communauté scientifique pour travailler autour de ces données, les exploiter, et ça s'est terminé par une grosse réunion qui s'appelait ISS en 2009, dans laquelle on avait rassemblé quand même 27 instituts partenaires pour travailler sur ces données-là, et c'est là aussi que tout a démarré ou a continué, parce que avec cette volonté du CTBTO de développer des études scientifiques, ça nous a permis de rebondir sur un projet européen, le projet EURISE, que je coordonne, et c'est Atmospheric Dynamics Research Infrastructure in Europe. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne depuis 2012, et ça rassemble dans le secteur de longitude Europe, Scandinavie, Afrique, les stations du CTBT qui sont en rouge. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, surtout en Afrique où il n'y a rien. Et puis on a couplé à ce réseau-là le réseau NDAC de mesure LIDAR. Les lidars sont de l'atmosphère moyenne entre 30 km et une centaine de kilomètres, et la technologie, ça consiste à envoyer un faisceau laser dans l'atmosphère moyenne et de recevoir les échos en retour qui sont rétrodiffusés par l'atmosphère, et on peut déterminer la composition de l'atmosphère, la couche d'ozone, mais aussi la température et le vent, où on s'intéresse dans notre projet qui porte sur la dynamique de l'atmosphère, c'est-à-dire tout ce qui bouge. Et on a aussi d'autres instruments qui se sont ajoutés. On a des stations, des radars ionosphériques, radars météores, j'en parlerai un petit peu plus, et ça constitue maintenant un système, un ensemble de mesures qui est tout à fait intéressant et pertinent pour l'objectif est de mieux décrire la dynamique de l'atmosphère moyenne et supérieure pour pouvoir fournir des nouvelles bases de données pour améliorer les modèles. Et on développe également des prototypes parce que les mesures, il nous manque encore des instruments. On aimerait en avoir plus, en savoir plus. Et on développe des radiomètres qui mesurent le vent, des lidars portables et tout un tas d'autres instruments. Et on a aussi des stations de référence. Il y en a une à l'île de la Réunion pour avoir une référence dans les tropiques, à l'OHP, c'est-à-dire Observatoire de Provence en France, et en Andoya, à Lomar, qui est un laboratoire qui se trouve dans les régions polaires au nord de la Norvège. Alors l'idée, c'est de compléter cette région-là de l'atmosphère avec de nouvelles mesures. Alors cette partie-là de la figure montre les instruments qui sont utilisés jusqu'à présent et qui sont assimilés dans les modèles tels que CMWF, qui est le modèle européen de prévision météorologique à moyen terme. Guy Brassard en a déjà parlé, et nous on l'utilise pour les mesures pour les données, pour avoir des modèles atmosphériques et puis fournir aussi des données dans cette région-là de l'atmosphère où elle manque pour pouvoir les assimiler plus tard dans les modèles. Alors les données assimilées, il y a beaucoup de satellites ici, mais on voit qu'au-delà de 50 km, c'est quand même les mesures opérationnelles qui sont en jaune n'existent pas, et on propose d'étudier et de développer des instruments ici que l'on calibre, que l'on teste et que l'on utilise et que l'on essaye de rendre opérationnel autant que possible. Donc dans ces ensembles instrumentaux, il y a bien sûr les lidars, des radars météorologiques et beaucoup de systèmes, des radars en particulier, des prototypes aussi que l'on développe dans le cadre du projet. Et je voulais citer aussi le récent lancement du satellite Eolus de l'ESA, qui va enrichir ce système-là et fournir des données jusqu'à une trentaine de kilomètres, je crois, du vent, avec des sondages vent
qui compléteront de façon très pertinente ce réseau-là. Et ces données-là, enfin, Aeolus, nous travaillerons avec Aeolus aussi dans le cadre de RISE 2 dans le futur et de RISE 3 qu'on est en train de construire. Et là, ce que j'ai cité ici, ce sont juste des mesures au sol. Et en complément, on utilise aussi des mesures satellitaires. Mais bon, je me suis limitée parce que j'ai 3/4 d'heure de présentation. Si je vous parle de tout, j'en ai pour 2 heures. Bien, alors je préfère vous montrer des résultats. Donc ces données-là, nous les avons utilisées pour évaluer les modèles tels que CMWF, donc le modèle qui est développé, européen qui est développé en Angleterre. Et on peut les évaluer en comparant les données observées ici par LIDAR avec les modèles. Donc là c'est historique, hein, c'est nos premières mesures en 2013 pendant des campagnes de mesures et c'était à l'OHP. Et on voit ici, on a représenté le delta T, c'est la différence de température entre les observations et le modèle. Et on voit que les différences sont quand même assez énormes, hein, ça atteint 10 degrés. Et les différences, les écarts sont plus importants en hiver. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage d'activité au niveau des ondes planétaires en particulier en hiver et ça perturbe les profils. Donc, au niveau des profils de vent, c'est des exemples des études de cas, ici des profils de vent qui ont été mesurés ici au Maido, à l'île de la Réunion et ici à Lomar en Norvège. On a comparé ici le modèle CMWF en bleu avec les observations qui sont ici en rouge. Vous voyez, ici il y avait des perturbations dans la mésosphère avec des vents, des cisaillements de vent. Et ici on a des magnifiques ondes de gravité dont j'ai parlé aussi. Ce sont des ondes de basse fréquence à des périodes entre 20 minutes et 2 heures environ. Et dans ces gammes de fréquences-là, on arrive à... Ce sont des ondes qui déplacent l'énergie et qui ont un effet, qui peuvent avoir un effet sur le système de circulation globale, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles sont très très bien, comme le CMWF, ce sont des modèles qui sont assez fantastiques actuellement. Et ici, ce que je montre, les écarts qui sont obtenus, il y a des différences parce qu'on considère des échelles de temps qui sont courtes, qui sont de l'ordre de... Pour les ondes de gravité, c'est de l'ordre d'1 heure. Et les modèles sont bien adaptés à représenter l'atmosphère sur des échelles supérieures à une dizaine de jours. Et donc, on est dans des choses qui sont... on étudie là la variabilité de l'atmosphère et l'objectif est d'apporter de nouveaux jeux de données pour intégrer les effets des perturbations de l'atmosphère dans les modèles, ce qui n'est pas fait actuellement. Alors, on s'intéresse à la variabilité de l'atmosphère à des échelles très courtes, mais on a aussi fait des comparaisons à des échelles plus longues. Par exemple, ici à l'OHP, c'est le delta T, aussi la différence de température entre CMWF et les modèles, et les observations LIDAR. Et on voit ici que les différences atteignent 15 degrés, mais sur plusieurs mois, dans des altitudes entre 48 et puis 60-70 km environ. Et on a observé la même variation ici avec un lidar portable Coral en Allemagne. On a différence de 40 degrés. Donc là, ce sont les profils les uns derrière les autres. Ici, c'est la couleur qui représente le delta T. Et ici, ce sont deux profils superposés qui montrent la différence de 15 degrés. Cette différence de 15 degrés, elle se retrouve à ce niveau-là. Et donc, on s'aperçoit que ces anomalies-là s'étendent à une échelle régionale et persistent pendant plusieurs mois. Et en fait, tout ça, c'est pour vous convaincre de l'intérêt de nos mesures. Actuellement, ces effets, ces biais sont corrigés, sont en train d'être corrigés par CMWF. Donc, ça montre l'utilité de ces observations et leur intérêt.
Alors maintenant, on va un petit peu plus loin. On fait des campagnes de mesure à Lomar qui sont absolument uniques. Et pourquoi? Parce qu'elles sont en continu pendant plusieurs jours. À Lomar, il y a le seul lidar du monde qui effectue des mesures à la fois jour et nuit. Parce que les mesures de jour sont difficiles à faire à cause de l'effet du soleil. Sur les mesures lidar, bon, c'est un laser, c'est plus compliqué quand il y a de la lumière. Et ils arrivent à maîtriser quand même leur système pour faire des mesures jour et nuit, ce qui est assez intéressant. Et donc, ils utilisent ici ce lidar couplé aussi à d'autres systèmes, en particulier des radars météores. Et c'est en mettant ensemble plusieurs instruments qu'on arrive à avoir des profils qui donnent tout le profil, toute l'atmosphère, de 30 km jusqu'à 110 km. Ici, c'est la température. Ici, c'est la vitesse du vent zonal, et ici la vitesse du vent méridional. Le vent zonal, c'est le vent est-ouest. Donc on voit que dans la stratosphère, il y a de grosses perturbations. Et le détail que l'on voit là, dans la structure de la stratosphère et de la mésosphère, c'est quelque chose qu'on connaissait assez mal jusqu'à présent. Et quand on compare ces profils avec ce qui est donné par le modèle CMWF, on s'aperçoit que les écarts sont considérables. Cela montre que nos données sont intéressantes quand même pour représenter les perturbations de l'atmosphère et fournir des paramètres intéressants pour pouvoir être assimilés dans le modèle CMWF et puis pour pouvoir améliorer le modèle dans le futur. Bon, ce sont des choses qui sont assez compliquées, qui vont prendre beaucoup de temps, parce que même quand on a un profil tout seul quelque part, c'est difficile de l'intégrer dans des systèmes CMWF qui sont des systèmes globaux et en plus opérationnels. Donc on travaille actuellement aussi avec Météo France, qui met à disposition le modèle arpège, et il est plus facile de faire des tests aussi peut-être avec d'autres systèmes, d'autres modèles, avant de revenir vers CMWF. Mais en fait, on est en contact étroit avec eux et ils seront partenaires du prochain projet. Alors, on complète ces mesures ici dans la gamme d'altitude 80, une centaine de kilomètres ici, par des radars météores qui utilisent les traînées des météores dans l'atmosphère supérieure pour pouvoir restituer le vent. Ici, c'est le vent zonal, dans le vent est-ouest. Ici, c'est une année de données. Alors, on voit l'effet saisonnier, là, qui est assez marqué, puis on voit tout un tas de perturbations de l'atmosphère qui sont très, très bien restituées. Et contrairement à Lomar, qui fait une campagne de mesure de plusieurs jours, d'une dizaine de jours, et c'est difficile d'avoir du continu. Et ici, avec ces radars-là, on arrive quand même à avoir un an de données pratiquement en continu, ce qui est intéressant. Et on encourage nos collègues qui font du LIDAR à automatiser autant que possible leur système pour obtenir des données en continu et pour savoir ce qui se passe entre les campagnes de mesure. Et là aussi, quand on compare avec ce que donne ici HWM, le modèle que l'on utilise pour avoir le vent dans cette gamme d'altitude, on voit que les différences sont énormes parce que avec HWM, on restitue bien les variations saisonnières, mais on n'a pas du tout toutes les fluctuations que l'on observe avec le radar météore. Donc, d'où l'intérêt de nos données. Et on va continuer maintenant à améliorer ces systèmes-là. Donc on améliore la continuité des mesures LIDAR, en particulier avec le LATMOS, avec qui on est en lien étroit. Et vous voyez qu'ici, en 2013, on avait des données qui n'étaient pas très continues. Ici, c'est CMWF, ici, c'est le LIDAR. Et on voit qu'il y avait des trous, beaucoup de trous dans les données LIDAR. Et maintenant, de plus en plus, on a des mesures qui sont plus continues. Et la gamme d'altitude que l'on observe, elle est plus importante également.
Mais on n'est pas en mesure actuellement de fournir suffisamment de données pour que ce soit vraiment pertinent. Nos mesures sont utilisées comme benchmark, mais dans la suite, nous avons besoin de continuer de perfectionner notre réseau, d'ajouter des stations et de construire de nouvelles bases de données et des méthodes d'exploitation pour pouvoir faire des assimilations dans les modèles. Il y a encore beaucoup de travail. Mais une perspective intéressante, ce sont les lidars qui sont développés en Allemagne par le DLR. C'est un lidar portable qui permet, qui peut être installé dans n'importe quelle station et qui est complètement automatique. Il y a une station météo sur le toit s'ouvre quand le temps le permet pour faire un sondage lidar et puis à la fin le toit se referme et puis on obtient des profils qui sont de qualité presque équivalente à ceux qui étaient fournis par les lidars traditionnels. Donc c'est assez encourageant pour la suite pour pouvoir développer notre système, mettre des stations, des mesures lidar là où il en manque. Donc on travaille très activement là-dessus, sur l'amélioration et sur le développement de prototypes comme ce lidar portable. Bien, alors maintenant je vais passer à une autre partie de ma présentation et vous parler des perturbations associées aux orages. Alors les orages c'est intéressant, vous voyez qu'il y en a aussi à Couillour. Donc ces photos-là étaient prises pendant une école d'été que l'on avait faite ici sur les orages justement. Et donc nos réseaux d'observation sont assez intéressants parce que vous voyez ici, ce sont les éclairs mesurés par satellite, par la NASA, et vous voyez qu'au cours du temps, sur une année, vous avez un déplacement sud au nord selon la saison des zones orageuses. Mais vous voyez aussi que l'Afrique est particulièrement importante parce que c'est le point chaud du globe et c'est là qu'il y a énormément d'éclairs d'orage en permanence et l'activité orageuse y est extrêmement intense. Alors, on voit dans l'atmosphère des sprites, là je vous en ai parlé tout à l'heure, ceux-là ont été mesurés par l'Université d'Alaska avec une caméra à 1000 images par seconde. Et vous voyez là des superbes images de sprites entre 50 et 90 km. Ce sont des phénomènes transitoires. Là, ça dure, un sprite, ça va durer 2 millisecondes. Il y a des groupes de sprites, ça dure jusqu'à 100 millisecondes, mais c'est toujours transitoire. Et on a pu filmer les sprites aussi avec des caméras encore plus rapides. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est Kumer qui a fait ce film-là, avec une cadence de 10 000 images par seconde. Donc c'est assez impressionnant. Et là, on voit tous les détails des sprites. Et c'est assez compliqué, ça monte et ça descend. Ce sont des phénomènes qui sont assez complexes. Et il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus actuellement. Et nous-mêmes, nous avons proposé donc, le satellite Taranis, qui est un satellite CNES, qui sera lancé à la fin de l'année prochaine. Et on espère avoir beaucoup de mesures de sprites. Ce sont les phénomènes en fait, les plus intenses de l'environnement de la Terre. Ils s'accompagnent d'émissions X-gamma dans l'atmosphère de la Terre, ce qui était assez inattendu. Et on a mesuré ces émissions avec des satellites d'astronomie gamma. Bien, alors il y avait un challenge aussi. Ce sont des images de sprites qui ont été mesurées depuis le pic du Midi par une caméra Sprite lors de campagnes Eurosprite qui était organisée grâce à un projet européen. Et on se demandait si les sprites émettaient des infrasons et si on pouvait les détecter avec nos réseaux de surveillance. Et la réponse c'est oui, parce que, vous voyez, on a récupéré des signaux de sprites. Et donc, il y a le sprite là, l'instrument de mesure ici, c'était direct. Et on a pu faire des inversions et retrouver la source des sprites. Pourquoi ? Parce qu'on mesure la direction d'arrivée, on mesure l'angle d'élévation. Donc, on est capable de restituer l'origine du signal.
Ça, c'est du 3D. Hein. Vous avez ici un profil, c'est la distance en fonction de l'altitude. On vise la région du sprite et on voit qu'on restitue des sources à 100 km d'altitude. La couleur représente le temps. Et là, c'est juste la projection sur le sol, latitude et longitude. Et on voit ici qu'il y avait certainement 2 sprites qui étaient apparus à peu près en même temps. Et on les différencie par cette technologie. Ça montre simplement que c'est assez puissant quand même et qu'on a, à partir de l'analyse de signaux, on a mis au point des méthodes quand même performantes pour pouvoir bien comprendre ce que l'on mesure. Et il y a un intérêt donc de ces stations infrasons. Vous voyez qu'on a superposé ici le réseau, les stations du réseau, avec l'activité orageuse qui est en gris. Et on voit qu'il y a énormément de stations qui sont bien placées pour la surveillance des éclairs et des sprites. Et d'ailleurs, mon collègue Thomas Farge a proposé un projet pour utiliser ces stations-là pour faire un complément aux mesures satellites pour des études d'éclairs. Alors les éclairs, bon, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de bien connaître la convection, parce que c'est la convection qui est à l'origine quand même d'ondes de gravité qui peuvent avoir un effet sur le climat, ce qui n'est pas le cas pour les infrasons, pour les sprites qui ont un effet beaucoup plus local. Et ça, ce sont des données qui sont uniques également, parce que là, elles durent pendant 13 ans, et c'est la convection des orages atmosphériques qui est mesurée en Côte d'Ivoire. La station, elle est ici en Afrique, et on voit une oscillation de l'angle d'arrivée des ondes de gravité, et c'est lié à l'activité orageuse. Ensuite, on a la zone intertropicale de convergence des vents qui passe au nord et au sud de la station tous les ans. Et elle entraîne les orages, les zones orageuses, comme vous pouvez le voir ici. Là, c'est au sud de la station, et puis ça monte au nord de la station en été, enfin en juillet, et ensuite ça redescend vers le sud. Et ce sont les orages en fait qu'on suit. On a pu démontrer que les orages étaient la source essentielle de ces perturbations que l'on mesure ici. Et on n'a rien d'équivalent en moyenne latitude, enfin en France ou en Allemagne, on ne mesure pas du tout ça. C'est absolument unique. Il n'y a que là qu'on peut voir, enfin en zone tropicale, qu'on peut voir une activité aussi intense. Et il est intéressant de la mesurer parce que pour le moment, c'est pas du tout compris, c'est pas du tout pris en compte par les modèles. Et s'il y a des activités très intenses comme ça dans les régions tropicales et les régions équatoriales, ça peut être des sources de perturbation de la circulation générale globale dans l'atmosphère, et il y a des effets dans la stratosphère. On a mesuré les ondes de gravité de la convection des éclairs d'orage jusque dans l'ionosphère à 150 km d'altitude et même jusqu'à 200. Donc ce sont des perturbations qui ont un gros effet parce que ça affecte l'atmosphère dans son ensemble. Alors, un autre type de perturbation qu'on observe dans les régions polaires, ce sont les réchauffements stratosphériques soudains. Alors là, il y a eu un réchauffement cette année, et vous voyez très bien ici que le vortex polaire, qui au début tournait, était vraiment circulaire, il se déplace, il se déforme, et même il se casse en 2 parties. Comme vous le voyez ici, donc ce sont des perturbations qui sont assez énormes. C'est des perturbations que l'on observe en hiver, et donc il y a de l'air, il y a des masses d'air chaudes qui pénètrent dans la stratosphère dans les régions polaires, et ce sont des perturbations qui ont un effet considérable sur l'environnement. Donc ici, c'est une autre analyse d'un autre réchauffement stratosphérique, et ça a été pris ce sont des signaux de l'OHP, où on voit il y a un réchauffement de la stratosphère jusqu'à 30 degrés et un refroidissement dans les régions, dans la mésosphère, et avec les capteurs
avec les capteurs infrasons, on peut avoir aussi quelques caractéristiques ici du réchauffement stratosphérique. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, ce sont les profils de vent, c'est le vent stratosphérique ici pendant à peu près un an, et ce que l'on voit là en rouge et en bleu, c'est une inversion des vents stratosphériques qui est un effet normal, c'est l'inversion saisonnière des vents stratosphériques que l'on s'attend à avoir. Mais quand il y a un réchauffement stratosphérique, ça inverse les vents s'inversent ici pendant l'événement, et donc on retrouve ici en hiver, au mois de janvier, des conditions qu'on observait habituellement au mois de juillet ou au mois d'août. Donc ça montre quand même que ça perturbe énormément l'atmosphère, et ce sont des effets qui durent pendant environ une semaine, voire deux. Quand on a nos mesures infrasons, comme les infrasons, je vous ai montré, étaient très sensibles aux effets des vents stratosphériques, évidemment, quand il y a un changement ici de la direction du vent, on a un changement aussi assez énorme ici dans nos signaux infrasons. On voit que la direction d'arrivée des signaux infrasons a changé. Et bon, ça c'est l'effet saisonnier qui est normal, qui est attendu. Mais ce que l'on voit ici en bleu clair, c'est que au niveau des prédictions, quand on compare ces variations mesurées avec les prédictions thermosphériques, on a des écarts ici qui durent pendant 2 mois, 2-3 mois. Alors c'est simplement pour donner une idée de la durée de ces phénomènes-là. L'atmosphère est tellement perturbée qu'il faut du temps pour retrouver les conditions initiales, et là ça montre qu'il peut y avoir des effets pendant jusque 2 mois après l'événement. Donc ces effets, ces perturbations, ces phénomènes, ces réchauffements stratosphériques soudains, ce sont des événements qui se produisent, on les observe pour 2 hivers sur 3 environ. Alors ça, ce sont des informations qui m'ont été données par l'université de Reading, qui sont des partenaires du projet. Et cette figure-là montre les variations de vent. Donc c'est ce que je vous montrais aussi dans la figure précédente, les variations de vent en hiver, les statistiques. Et on voit que les écarts peuvent être assez importants pendant l'hiver, et que c'est assez reproductible. Par rapport à l'été, ça n'a rien à voir. Donc ce sont des phénomènes qui sont importants et qu'il faut absolument mieux connaître pour pouvoir améliorer les modèles et pouvoir améliorer aussi les prévisions météorologiques à plusieurs semaines, parce que ce sont des effets qui perturbent l'atmosphère pendant très longtemps, et comme ça perturbe, j'ai montré dans la première figure les perturbations de l'atmosphère, les effets des réchauffements stratosphériques, après, ont des effets au sol dans la troposphère. Il y a des couplages entre les couches atmosphériques, et quand on a un réchauffement stratosphérique comme ce que je vous ai montré, il y a ensuite des effets sur le temps qui fait à la surface du sol, sur la température à la surface du sol. Et ici, on a fait des statistiques aussi, c'est toujours l'université de Reading qui fait ces études-là, et ils ont superposé en fait 15 réchauffements stratosphériques jusqu'à 15 à 30 jours après le réchauffement. Et ils ont indiqué ici avec la couleur la température au niveau du sol. Et on voit ici qu'après un réchauffement stratosphérique, en France, en Espagne et aussi dans les régions scandinaves, il fait beaucoup plus froid, et en moyenne c'est jusqu'à 3-4 degrés de différence, ce qui est assez énorme quand même. C'est pour ça qu'il fait froid après un réchauffement stratosphérique, et c'est pour ça aussi qu'il a fait froid cette année au mois de mars-avril. On a eu un réchauffement stratosphérique très fort en janvier-février, et on voit ici les cartes qui avaient été de prévision il y a quelques jours. On trouve ça dans la presse, dans la presse en Angleterre, et les différences atteignaient, il y avait jusqu'à 15 degrés de refroidissement, et on a fait le lien, c'est World Meteorological Organization qui a fait un rapport et qui a fait le lien direct entre ce réchauffement stratosphérique et cette vague de froid très soudaine qu'il y a eu en Angleterre, mais on en a subi les effets en France également.
Bien, c'est pour ça aussi qu'il est important de faire des observations comme celles que je vous ai montrées, afin de pouvoir apporter des nouvelles bases de données, des nouvelles informations qui pourront être utiles pour toutes les équipes qui travaillent sur les modèles. Et on a comme objectif de pouvoir avoir une nouvelle vision de tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Bon, là, j'ai presque fini. Ça, c'est la prise en compte de la stratosphère améliore la précision des modèles la précision des modèles de prévision météorologique à plusieurs semaines. Et ça, ce sont des tests qui ont été faits toujours par l'université de Reading. Et cela montre la dispersion des prévisions en bleu quand on ne prend pas en compte la stratosphère. Et ils ont fait des essais en prenant en compte la stratosphère ici en vert, et on voit que quand on prend en compte les effets stratosphériques, on diminue la dispersion des prévisions, donc on améliore les modèles. Et en perspective, donc, on a l'assimilation de nouvelles données stratosphériques dans le cadre du projet EURISE pour améliorer les modèles, étendre les prévisions météorologiques sur des durées atteignant plusieurs semaines. Ah oui, alors là je termine avec un autre aspect des études que l'on peut faire, c'est l'évolution des perturbations avec le changement climatique. Bon, pour le moment, on n'a pas beaucoup travaillé dessus parce qu'on n'avait pas assez d'années de données, mais maintenant on commence à avoir 10-13 ans de données, donc on commence à s'intéresser à cela. En Côte d'Ivoire, vous voyez, on a une dizaine d'années de données, et ça c'est très brut, hein, parce on commence à peine à travailler là-dessus, donc j'ai pas de figure très meilleure que cela, mais on voit très très bien, même sur ces figures très brutes, que ici les signaux en rouge augmentent avec les années, et ces signaux rouges, ce sont les éclairs d'orage. Donc on pense qu'on peut mesurer avec nos réseaux l'augmentation du nombre d'éclairs d'orage dans certaines stations. Et un autre intérêt aussi, c'est de regarder dans les stations qui sont dans le nord, en Groenland en particulier, les effets de la fonte des glaces. Quand il y a un iceberg qui se détache, ça fait des craquements que l'on mesure avec nos réseaux infrasons. Et donc on peut faire un suivi de nouvelles zones actives. Ici, ce sont les stations la station du Groenland. Enfin, je ne sais pas si on voit beaucoup, mais ici, vous voyez des signaux là et là qui apparaissent et qui n'étaient pas du tout ici, et c'est la formation d'une nouvelle zone active, donc il peut y avoir des intérêts aussi à étudier les stations pour cela. Et un troisième point, c'est la décroissance de la température dans la stratosphère avec le changement climatique. On observe avec les stations LIDAR que la température décroît maintenant avec les mesures de l'OHP, les mesures aussi de certaines stations gérées par le LATMOS. Il y a quelques nouveaux articles qui sont parus et qui montrent que la température décroît. Donc ça peut être intéressant parce que si on a des données dans la stratosphère en complément des mesures qui sont faites au sol, ça peut permettre aussi de pouvoir apporter un certain autre regard et des données complémentaires pour les modèles. Bien, alors là je termine. Le projet EURISE donc va se terminer à la fin de l'année. On avait commencé avec Horizon avec 12 partenaires, et puis maintenant on en a 24. Donc ça montre qu'il y a une grosse communauté qui est motivée autour de ce projet. Le projet est coordonné par le CEA, c'est moi qui le coordonne, et on a nos nombreux partenaires là. Donc c'est financé par la Commission européenne. Et puis je remercie mes collègues évidemment et tous les partenaires du projet sans lesquels je n'aurais pas pu faire cela et nous vous le montrer aujourd'hui. Et je remercie aussi la ville de Collioure pour son accueil ici et son aide dans l'organisation de ce colloque. Et je voudrais remercier aussi notre équipe technique de Céré qui nous a beaucoup aidé pour mettre en place notre colloque, pour tout ce qui est technique, pour la vidéo, pour le site internet, etc. et pour son soutien. Donc merci à la ville de Collioure et puis merci à l'équipe de Céré. Et merci à vous d'être venus m'écouter aujourd'hui.
Alors, juste ma dernière diapo, c'est le lien, les défis environnementaux actuels listés par l'Union européenne. Donc, évidemment, il y a le réchauffement climatique, les changements climat, les volcans. Et bon, on essaye de plus en plus, au niveau de la recherche, de s'intégrer dans ces systèmes-là, parce qu'il est très important maintenant d'être actif face au changement climatique. Vous l'avez bien compris. Merci à vous.